Je suis né à Thann, une petite ville alsacienne, avec une célèbre collégiale. Je suis le cadet d'une fratrie. Normalement, nous serions 4 frères. Mon frère aîné, André, qui est là, la photo derrière moi. Il est né en 1924. Après lui, il y a eu 2 frères jumeaux, Jean et Pierre, qui sont décédés après 3 jours. Et puis moi, je suis le dernier de la fratrie, donc né en 1929. Mon père est un Alsacien de vieille souche. Ma maman, elle, est d'origine allemande, née dans le Schleswig-Holstein, vers la frontière du Danemark. Mon père, lui, il est né à Thann. Bon, nous habitions la maison des grands-parents. C'est une maison qui donnait sur une petite place, place Chardon, nommée Chardon en mémoire d'un lieutenant Chardon qui est tombé au Hartmannswillerkopf. Mon père, lui, il était comptable dans une entreprise de vin en gros. Ma mère, elle était ce qu'on appelle mère au foyer. Je me rappelle, on voit encore un peu dans l'esprit les affiches de mobilisation. Ce n'est qu'à partir du moment où les Allemands sont venus, sont entrés à Thann, que j'ai pris vraiment conscience de ce qu'était la guerre. Parce qu'il y a très près de notre maison, il y avait un Feldwebel allemand qui avait été tué. Il était en sidecar. Les Français venaient juste de partir. Ils étaient vers le haut de la ville. Et donc, ça a tiré. Il y avait des avions, dont des avions italiens, qui ont survolé. Parce que j'étais dehors sur le trottoir lorsqu'ils sont passés. Et c'est là, vraiment, que moi, à mon âge, j'ai pris conscience de la guerre. Ils sont arrivés, je vois par la rue principale, c'est la grande rue à Thann. Ils étaient à plusieurs, dont le Feldwebel en sidecar. Puis ils avançaient vers le fond, vers le haut de la ville. Et puis ça tirait. Ils étaient qui était en bras de chemise, ça je vois encore. Puis, ils avaient installé une mitrailleuse légère là, avec le bipied là, dans la rigole, en direction vers le haut de la ville. Là, on était à l'intérieur. Les fenêtres donnant sur la rue principale là, donc on a observé ça depuis la chambre. Chez nous, ça a passé un peu presque comme une lettre à la poste. Les Français se sont retirés et puis les Allemands suivaient. Bon, il y avait peut-être 1 kilomètre de distance entre eux. Étant collégien à l'époque, pour moi, ça a recommencé vraiment à partir du moment où on a dû revenir à l'école. Donc là, il y a eu vraiment un changement pour nous jeunes, puisqu'il y avait les lois allemandes qui avaient été instaurées et tout ça. Donc pour nous, il nous fallait apprendre l'allemand. On en avait fait un petit peu à l'école française, mais enfin, ça ne suffisait pas pour parler au départ avec eux. Donc on a dû suivre les programmes scolaires allemands, bouquins allemands. Le français était interdit, c'était interdit de le parler. Et puis alors, il y a eu, je vois encore les affiches où on voyait dessus « Raus mit dem Welschenplunder », dehors, le fatras français, tout. Donc, le béret, tout ça, les livres français ont été confisqués. Il fallait ramener
les livres en français qu'on avait. Et puis, ils ont été brûlés en place publique. Tu l'as vu, ça? Oui, j'en ai vu une partie. Et puis, il y en a d'autres qui ont été stockés justement dans cette ancienne caserne. Et c'est là-bas où j'ai pu récupérer en douce. On a pu s'introduire, un copain à moi et moi-même, et puis trouver quelques livres en français qu'on a emmenés discrètement à la maison. De même que par après, on a pu rentrer dans la synagogue qui servait aussi pour ramasser les vieux papiers et tout ça, et également des livres en français qu'on a récupéré quelques-uns. On avait conservé même des bouquins dans une armoire murale qui était dans le couloir. Ils ne venaient pas regarder si tu avais des livres français ou non. Chez nous, de toute façon, on parlait l'alsacien. Comme pratiquement tout le monde parlait l'alsacien, il y avait peut-être que dans les sphères un peu plus aisées qu'on parlait le français. Je vois mon voisin, c'était un entrepreneur en bâtiment, donc une classe plus aisée que nous, qui étions de simples citoyens. Puis je pense que là-bas, on parlait le français. Mais la plus grande partie des gens s'entretenaient, se parlaient en alsacien. Pour moi, ce que j'ai vécu, personne ne nous a défendu de parler l'alsacien. Puisqu'on le parlait ouvertement dans la rue, quand on allait faire nos courses, c'était en alsacien. Parfois, nous allions par classe entière dans les champs de pommes de terre collecter le dorifort, ou bien qu'il fallait aller chercher des feuilles de mûrier ou d'ortie qui servaient donc à l'ortie dans la fabrication des vêtements. Ce qui avait changé, on avait des heures de chant où il fallait apprendre les chants allemands. Bon, déjà l'hymne national allemand, le Deutschland über alles et le Horst-Wessel-Lied, ça c'était bon, les premières des choses qu'il fallait apprendre, quoi. Le reste, tout était en allemand, quoi. Les maths, la physique, chimie, tout était en allemand, quoi. On avait le rationnement, les cartes de rationnement. Mais comme dit, de temps en temps, on allait dans les villages voisins. C'est pas exactement parce que on avait au moins 4 kilomètres à faire à pied pour aller chercher des pommes de terre ou ce qu'on pouvait trouver. Soit on payait, soit on changeait avec du tabac ou des cigarettes que mon père avait avec ses rations, quoi. C'était rationné aussi. On faisait des échanges. En tant que collégien, il fallait être dans la jeunesse hitlérienne. Donc nous avons été incorporés dans la jeunesse hitlérienne, où on apprenait à marcher au pas, à défiler, toutes sortes d'occupations, et avec justement des cours ou de l'endoctrinement, disons, sur le national-socialisme. Ça, de toute façon, dans les cours d'histoire, on apprenait selon les degrés aussi des classes. Dans les petites classes, on n'apprenait pas tout. Dans les grandes classes où était mon frère, c'était beaucoup plus poussé. C'était à la mesure du niveau des élèves. Mais les grosses bases du national-socialisme, on a dû les apprendre. Déjà la date de naissance du Führer, ça c'était quelque chose de sacré.
la première des choses qu'il fallait apprendre. Et puis ensuite, tout le parcours, comment ils sont arrivés en 1933 quand Hitler est passé, je crois, chancelier. Et puis alors bon, on nous a endoctrinés, on faisait de la propagande justement pour les Waffen-SS. J'avais un copain qui était juif de religion. J'ai assisté quand ses parents et lui ont été embarqués par la Gestapo pour être déportés. On jouait ensemble avec un autre copain, voisin directement de Marc, qui s'appelait Marc. Et je me rappelle encore bien, quand sa mère a appelé Marc, il nous a quittés brusquement sans rien dire, quoi. Il est parti, et alors nous, on s'est rapprochés vers la cour de la synagogue. Il y a un petit passage, et là, on a vu la camionnette, disons, de la Gestapo, et puis les agents qui embarquaient et les faisaient monter dans la camionnette. Ils ont survécu, oui. Ça, je l'ai appris par un autre camarade qui était juif aussi, qui était voisin de moi, que j'ai rencontré de nouveau par hasard à Thann, puisqu'il habite maintenant Strasbourg. Non, absolument pas. On était en très bonne relation. Je dis bien, moi j'étais très copain. On n'avait pas, mon père travaillait chez un marchand de vin qui était juif aussi. Donc, non, il n'y avait pas d'antisémitisme. À partir des classes 23, 24, enfin de la classe 1924, les jeunes Alsaciens ont été incorporés, considérés comme étant allemands, ont été incorporés dans la Wehrmacht, donc soumis aux lois allemandes, de toute façon. Et puis, automatiquement, parce que d'après les statuts de la Wehrmacht, il fallait être allemand. Donc, comme nous étions français, on ne pouvait pas incorporer des Français, donc on nous a octroyé automatiquement la nationalité allemande quand on était incorporé dans la Wehrmacht. Il y a pratiquement, je crois, toute la classe, ou presque 26, qui a été incorporée de force dans la Waffen-SS. J'avais un voisin qui est tombé en Normandie, qui était incorporé dans la Waffen-SS. Je connais l'un ou l'autre vieux Tannois qui était incorporé dans la Waffen-SS. Entre copains, je pense que c'est bon. Copains d'armes soumis au même traitement que les autres, quand on en bave ensemble, je pense que quand on vit ensemble, quand on dépend l'un de l'autre, peut-être qu'au départ, quand ils ont fait leur classe, on les considérait peut-être comme Franzosenkopf. Ça, certainement, ça a dû, je pense, mais finalement au cours, je pense qu'il n'y avait pas de... On allait tous se faire percer la peau ensemble. L'un réchappait ou l'autre pas, l'un était blessé, l'autre l'emmenait en arrière, c'est de la survie, donc même dans la Wehrmacht, quand ils arrivaient peut-être au régiment, et puis qu'ils étaient peut-être un peu réticents, récalcitrants, puisque bon, quand ils sont partis par train hanté, souvent ils chantaient la Marseillaise. Il y en a qui ont démoli la moitié de leur wagon
où ils étaient fondés parce qu'ils devaient partir au régiment, enfin être incorporés dans l'armée allemande. Et en partant, il y en a beaucoup, oui. La majorité des gens étaient contre. On devait l'accepter. Celui qui s'y opposait était soit déporté en Allemagne. On n'acceptait pas le fait, mais il fallait le supporter, le porter, quoi. On n'avait pas de... Il n'y avait pas de moyen de résister ou de s'opposer. Je connais un camarade de classe dont le frère a été incorporé de force avec sa famille. Il a été déporté en Allemagne. Il était de ma classe et son frère, il devait être de la classe de mon frère, de la 24 ou 25. Bon, ça a fonctionné chez certains. Disons, j'étais dans la jeunesse hitlérienne, j'avais un jeune chef de groupe qui était alsacien. Son père était ancien combattant français parce que je connaissais son père puisqu'il était dans les anciens combattants avec mon père qui, par exemple, s'est engagé dans la Waffen-SS, qui était vraiment partant, oui. Et puis il y en a d'autres, deux autres amis de ma mère. La mère était allemande comme la mienne. Ben, les deux fils, l'un s'est évadé, il est rentré dans le maquis et il a été en France, il a été pris et il a été fusillé. Et le deuxième fils, son frère, qui était plus âgé, a disparu en Russie. Je ne connaissais pas beaucoup qui étaient vraiment enflammés ou des volontaires. J'en vois un qui était encore au ski club Vosgien comme mon père, qui lui était parti et s'était engagé par exemple dans la Waffen-SS. Mais en gros, on subissait. Je ne pourrais pas dire si c'est l'idéologie ou bien si c'est parce que ça leur plaisait de voir des photos de propagande ou quand on croisait des trucs. Au départ, l'Allemagne avec les victoires, tout ça, jusqu'à Stalingrad et puis où ça a commencé à baisser. Ben, pour certains, il y avait un certain prestige, l'uniforme, tout qui était ordonné, carré, l'ordre, tout ça. Au départ, en étant dans la Hitlerjugend, on avait le choix, la jeunesse hitlérienne traditionnelle, ou alors il y avait des formations qui devaient amener les jeunes vers... donc c'était plutôt une formation, je ne dirais pas peut-être pré-militaire ou en prévision. Il y avait par exemple la Flieger Hitlerjugend, donc la jeunesse hitlérienne de l'aviation, si tu veux. Au départ, au lieu de faire uniquement des séances de tir ou de marcher au pas ou de chant, on a commencé par des modèles réduits, à construire des modèles réduits, justement pour nous amener vers l'aviation. Donc on fabriquait des modèles réduits quand on était plus jeune, et avec l'âge, puisqu'on a été allemand pendant 4 ans, donc pour les petits,
11 ans, 12 ans, on commençait avec le modèle réduit. Et puis ça continuait ensuite à la fabrication de planeurs écoles. Donc des petites choses, des longerons d'ailes ou les nervures d'ailes qu'on fabriquait. Donc c'était un peu une suite de l'aéromodélisme, quoi. Et ensuite, donc, on apprenait la technique, à faire la construction, comment c'était fabriqué et tout. Et puis ensuite, par 15 ans, on a pu faire du voile à voile. Moi, j'ai fait le brevet A sur planeur école SG38, Schulgleiter 38, donc, le planeur école 38, donc il devait dater de 1938, donc c'était un truc sans capotage, sans rien. C'était à l'air libre, sur un petit siège en bois avec toutes les ailes, enfin les palonniers et tout. Donc lancé au sando, et c'était en partant d'une colline dans le voisinage de Thann, ici à Roderen. On commençait d'abord par garder l'équilibre sur le planeur, et puis ensuite on faisait des petits sauts. Et puis après, tu devais faire un vol de qualification. Pour des jeunes, c'était bien. Et il n'y avait pas de brimade ou, par exemple, disons, pas de coup de pied au C, comme ça pouvait arriver quand tu marchais pas au pas ou là, c'était autre chose. Donc après, j'ai continué, je vois. Mon frère a fait le brevet B, et puis il était en préparation pour le brevet C quand il a été incorporé, quoi. Ben, il y a des relations qui étaient vraiment bien. Enfin, justement, quand on faisait du vol à voile, tout ça, c'était plutôt un truc, des relations de camaraderie, alors que quand on a été réquisitionné pour faire des tranchées, on avait des jeunes, c'était des jeunes de la jeunesse hitlérienne. Donc c'était des gars qui, par exemple, quand on faisait l'exercice ou qu'on faisait quelque chose de mauvais, on prenait un tabouret en bois, les tabourets vraiment mastoc, bras tendus, et puis faire des agenouillements, se relever, ou bien leur faire des pompes, et ça, là, on était presque brimés comme des jeunes recrues. Mon frère André, qui est de la classe 1924, qui avait 20 ans, 19 ans quand il a été incorporé, dans la Wehrmacht, comme tous les Alsaciens de son âge. En avril, il a passé en avril 1943 le conseil de révision. Le 26 juin, il a été incorporé d'abord dans une école de pilotage d'avion. Mais il a été malade, il a été hospitalisé dans un lazaret de la Luftwaffe. Le 20 avril 1944, il a été dirigé sur un groupement de pilotes du front. Le 11-10-1944, il a été muté dans une compagnie de grenadiers fantassins, quoi. Il a eu une fois une permission, ça devait être peut-être une dizaine de jours, et c'est la seule permission qu'il a eue. Le 24-10-44, il a été muté dans une compagnie du régiment 1057,
Et de là, on n'a pas d'autres renseignements. Ce n'est que par après qu'on a appris qu'il était en Pologne et qu'il a été porté disparu à la date du 1er janvier 1945. Donc ça devait être pendant la grande offensive, dans la grande boucle de la Vistule, par les Russes, où il y a eu des combats assez durs. Et c'est là qu'il a disparu, dans la région de Cracovie. D'abord, on a été réquisitionnés, on a été regroupés dans un village voisin. On dormait dans une halle de sport, sur la paille, avec une couverture. Une partie de la journée, donc le matin, on partait à pied jusqu'à Cernay, ça faisait à peu près 2-3 kilomètres. On avait une pelle-bêche, et puis alors là, on travaillait avec des adultes. Donc nous, on pelletait, les hommes, les adultes, ils piochaient. On revenait vers 1h de l'après-midi, et là, on avait le repas. C'était une cuisine roulante militaire qui était garée dans la cour d'un bistrot. Et c'est là-bas, avec notre gamelle, on recevait notre rata. C'était ce qu'on trouve à l'armée, des lentilles, des faillots, enfin du chou avec des patates à l'eau, et puis tu avais ton bout de pain, un bout de saucisse. Et après ça, on faisait donc un peu de maniement de la pelle-bêche. C'était le maniement qu'on faisait après au RAD. Donc, le même maniement d'armes qu'avec le fusil quand tu es à l'armée. Et aussi du truc en campagne, courir, se mettre à plat ventre, quoi, se relever, repartir. De là-bas, donc de ce village, on a été transféré dans le territoire de Belfort. On était logé dans le foin, dans des fermes, chez des particuliers. Et puis on devait faire des tranchées d'infanterie. Et là, il y avait une couverture militaire avec un canon de DCA, enfin un léger, c'était pas un bitube, un tube. Une fois qu'on avait affaire des militaires, ça c'était à Rougemont, ils avaient un truc de reconnaissance à 8 roues, là, le Panzerspeenwagen, et puis ils nous avaient demandé de voir si on pouvait leur procurer un petit baril d'essence vide, quoi. Puis on en a trouvé un chez un garagiste, et on leur a ramené ça. Et on nous avait donné alors du chocolat et du nougat. Il y avait des copains qui avaient chouravé des grenades à main, parce qu'il y avait déjà des militaires là-bas, et puis qui sont allés à la pêche. Il y avait des étangs dans le coin, et puis qui ont été à la pêche à la grenade, et puis qui ont démoli le barrage. L'explosion avait... Je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux, mais enfin, ils ont dû passer un mauvais moment. On a pris le train qui nous a emmenés dans la vallée de Masevaux, où là, on était logés dans une usine désaffectée. On dormait sur la paille, et puis on devait marcher à pied jusqu'au fond de la vallée, et puis là, on nous chargeait 2 par 2 avec un fer en cornière, en acier, et un rouleau de barbelé, et il fallait monter dans la montagne où il y avait des pionniers avec des bûcherons alsaciens, là, qui faisaient des abris en montagne. Et puis nous, on devait les approvisionner avec ça. Et arrivé sur place,
Donc, il fallait pelleter la pierraille, parce qu'il travaillait avec des mines. Et de là-bas, on a été, donc c'était fin 1944, on nous a renvoyés, et on a dû rentrer à pied depuis Dolleren-Oberbroek, c'est vers Cévennes, dans le fond de la vallée, jusqu'à Thann, Vieux-Thann, en passant par le col du Hunsrück, qui était déjà sous la neige, il y avait déjà ça. Et l'un des copains de ma classe, Kaiser Henry, ses souliers étaient fichus, il était en pantoufles pour rentrer à pied à travers la neige. Nous, on entendait déjà le bruit de la canonnade vers Belfort. Ce que j'ai vu, c'était quand les Français sont arrivés sur Thann. Avant qu'ils n'arrivent, j'ai vu les Allemands qui refluaient avec les toiles de tente, souvent, puisque c'était l'hiver. Il y en avait dans la forêt près de chez nous, sur la montagne là, au Staufen. Ce que j'ai vu, c'était un char allemand qui était venu jusqu'à hauteur de chez nous, et puis qui est reparti de nouveau vers le bas de la ville. Et donc j'ai vu les premiers, depuis chez nous, comme on était au premier étage, j'avais une vue vers le haut de la ville, et j'ai vu les chars français qui arrivaient, et puis les fantassins qui suivaient. Et bon, nous on avait les volets fermés, et donc ça a commencé à tirer. Alors, on est redescendu dans la cave, et donc les Français sont arrivés jusqu'à hauteur de chez nous. Devant chez nous, il y avait, comme c'était une placette là, il y avait des chars qui étaient. Quand les Français sont arrivés du haut de la ville, là où j'ai commencé à les voir, ils ont tiré, il y a une balle traçante qui est entrée chez nous par la fenêtre, dans le mur, et on avait une tenture, un rideau qui ont brûlé, puisque la traçante, il y avait le feu, quoi, qui a foutu le feu. Mais heureusement, ça n'a pas brûlé plus que juste les rideaux. Au moment où ça commençait à tirer, on est reparti, donc le temps de descendre à la cave, donc ils ont dû balayer les façades. Les Allemands avaient leur batterie ou leur mortier vers le Rangen, vers la Waldkapelle, dans ce secteur-là, et ils tiraient. Comme il y avait une placette chez nous, c'était une voie de passage, c'était la rue principale, donc les troupes arrivaient par là, et les chars stationnaient souvent devant la maison chez nous, puisque là-bas, ils étaient à l'abri de la vue depuis le Rangen. Dans le haut de la ville, là, ils avaient la vue. Donc, ils devaient voir arriver les chars, et puis donc, ils balayaient chez nous sur le... Donc, moi, je dormais encore, je dormais quand ça a commencé à tirer. On est redescendu à la cave, mes parents avaient leur chambre où ils dormaient. Et c'est là qu'il y a un obus de mortier qui est rentré dans la chambre. Enfin, il a frappé le rebord de la fenêtre et explosé parce qu'il y avait un grand trou et une partie du mur entre la chambre à coucher et la salle à manger qui était effondrée, là où il y avait ce truc-là. Mais ça, c'était par terre. Et donc, mes maquettes étaient parties en fumée ou par terre. Et ensuite, on a encore eu un obus dans le toit qui a démoli une partie du mur mitoyen avec le voisin et de notre toiture.
2 maisons à côté de chez nous, il y avait une épicerie. Donc on pouvait aller où on faisait nos courses habituellement. Donc on se dépêchait pour rentrer dans l'épicerie, on pouvait rentrer par derrière. Il y avait une boulangerie qui était juste en face de chez nous, donc il fallait traverser la placette, quoi. J'ai été jusque vers la collégiale, dans une pâtisserie, pour aller chercher. Ils avaient les payeurs avec. Une fois, plus loin encore, dans une boulangerie pour aller chercher du pain. C'était entre 2 trucs de tir. Une fois, j'étais chez mon copain, qui habite 4 maisons plus loin, dans la rue latérale. Et là, j'étais juste chez lui quand ça a commencé à canonner. Et là, je me vois toujours, comme ici, on était dans le couloir, entre les 2 chambres, quoi. On a attendu la fin des tirs et puis je suis reparti d'art chez moi. Quand on est sorti, bon, il y avait déjà tous les dégâts dans les maisons, sur les toitures qui étaient amochées. Dans la rue Saint-Georges, il y avait une maison qui avait flambé parce que les soldats avaient allumé du feu sur le plancher en bois et toute la maison a brûlé. Des Algériens et des Marocains. Alors, ça changeait, les unités changeaient puisque les combats avaient été assez meurtriers là au Rangen. Et puis dans les hauteurs de notre maison, il y avait un militaire, c'était un engagé de la Légion étrangère, un Suisse, qui a d'ailleurs épousé la fille de notre locataire du premier. Même nous, on avait un militaire, je ne sais pas de quelle unité, mais qui dormait chez nous. Il y avait un soldat allemand qui traînait dans le caniveau vers Vieux-Tannes. Dans les chars, il y avait un char français. Ça devait être c'était un Sherman qui avait été touché par un Panzerfaust à hauteur de chimique. Il y avait encore l'équipage qui était carbonisé, qui était à l'intérieur. Cela, je les ai vus. Il y avait un autre char qui était près du poste de police, qui était arrêté là-bas, qui était défectueux. L'équipage, je ne pourrais pas le dire, il n'y était pas. Il y avait un char allemand dans une ruelle vers les chimiques. Là, il n'y avait personne non plus. C'était le fouillis. Là, j'avais pu démonter un épiscope et la lunette de tir, mais que je n'ai plus d'ailleurs sur Vieux-Tannes. Il y avait 2 chars allemands, des Jagdpanther. Il y en a un où j'ai démonté la lunette du tireur. Je me vois aller avec des copains au fond d'un ballon où on voyait les mines allemandes en bois, les petites mines antipersonnelles sur les bords. Et puis nous, on avançait avec un arbre qui était tombé, un jeune, quoi, assez gros, qu'on piquait dans la terre. Si jamais il y avait une... Et là, on est arrivé dans une grotte où il y avait une toile de tente allemande, celle que je t'ai donnée, où il y avait encore des taches de sang dessus. Il y avait des casques qui traînaient encore. Nous les jeunes, évidemment, on a profité on a récupéré ce qu'on pouvait, des casques allemands, casques français, des casques américains, des munitions, de là on enlevait les cartouches. Un camarade de classe avait récupéré un fusil, un Mauser, et puis là c'était une maison, il avait un grenier très en longueur, on a tiré au
au Moser, dans le mur d'un côté du grenier à l'autre. Et puis on récupérait les balles de mitrailleuses dans les bandes de mitrailleuses allemandes. On enlevait la pointe, on récupérait la poudre qu'on allumait ou qu'on faisait exploser dans des boîtes de conserve avec un détonateur de mine antipersonnelle en bois qu'on récupérait. On récupérait juste le bout où il y avait le percuteur avec le ressaut. Et puis on prenait les douilles qui n'étaient pas percutées et on les mettait par terre, on mettait le pied dessus, le percuteur derrière et on tirait et puis la flamme sortait devant, quoi. On ne connaissait pas le danger à ce moment-là. Il y a des copains qui ont allumé la moitié du Rangen avec des grenades. Je vois très bien encore le Rangen en feu là. Ils en balançaient des grenades dans la rivière, dans la Ture. Des bêtises, quoi, mais enfin, ça doit se faire partout où il y a la guerre. Les jeunes, ça récupère et puis ça joue avec le feu. Ça. J'étais par exemple dans le Jagdpanther pour démonter la lunette de tir. J'étais c'était un Sturmgeschütz où j'avais démonté aussi la lunette de tir. Sur le Sturmgeschütz, on a récupéré les douilles avec les obus. Il y a un des copains, vraiment, on était fous. Il tapait l'obus contre la coque du char pour qu'il se sorte. Puis on récupérait la poudre, c'était des tringles, des petites barrettes, quoi, ou comme des macaronis. Alors on mettait le pied sur un bout et puis on allumait un autre bout, alors ça pétait. Ce qui m'a marqué le plus, c'est et qui me marque encore maintenant, c'est quand je passe devant tous ces cimetières militaires, que ce soit allemands ou français, ici à Cernay, quand je vois toutes ces tombes, je pense surtout à toutes ces vies fauchées, à ces jeunes qui auraient voulu fonder une famille, être heureux, se marier, avoir des enfants, servir à quelque chose de constructif et pas de destructeur comme la guerre, et qui ont dû laisser leur vie, que ce soit les Allemands, les Français, les Américains, enfin tout ça. C'est ça qui me marque le plus. Et que ça n'arrête pas, et que les hommes ne prennent pas conscience de tout ça. On fait passer des idées, des idéologies, et on massacre des milliers de gens au lieu d'arriver à construire quelque chose. C'est ça qui me marque. Je peux t'exposer un souhait, c'est qu'il n'ait jamais à vivre justement tout ce que nous, on a vécu, ces guerres, ces atrocités. Que eux, au moins, puissent avoir une vie, disons, heureuse. Ja, in aller Elsasser, besonders in der Jugend, möchte ich eines sagen: die ihren Spruch verteidigen und reden Elsassisch miteinander. Es ist ein Stück von unserer Kultur, wo wir nicht verlieren. Das muss bleiben. Danke an unsere Vorfahren, an alle, was sie geschafft haben, an unsere Dichter, an unsere Maler, an unsere ganze Architektur, die da ist, die nicht verschwinden.
das Elsass darf nicht am Müse werden. Es muss leben. Und leben ist nicht nur das Leben, das Leben ist auch die Sprache. Denn ein Volk, das seine Sprache verliert, ist verloren. Darum, eins möchte ich noch mal sagen, ich habe über 31 Jahre elsassisches Theater gespielt, bin jetzt 92 Jahre alt und habe immer Elsassisch geredet. Ich tue meine Sprache, meine Heimatsprache, die Sprache, die meine Eltern und Großeltern gelernt haben, die tue ich praktizieren, jeden Tag. Und ich hoffe nur, dass er nie wird verschwinden. Darum kann ich nur alle, besonders die Jugend, aufrufen, lernen wieder ihre Sprache, lieben sie und praktizieren sie, dass er nicht untergeht. Denn sonst können wir unsere ganze Literatur, alles was Dokumente sind, was Elsassisch sind, ins Feuer werfen, dann ist alles um.